Merci pour tout le monde pour être venu. Je remercie le professeur Mancebo pour l'invitation très gentille de participer dans la rencontre internationale de Reims. Je suis extrêmement fier et avec plaisir, je participe à la 4e rencontre. Le professeur Mancebo m'a demandé de parler en anglais pour éviter les fautes de grammaire en français. So I will give my speech in English. Je vais donc m'exprimer en français, mais si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en français et n'hésitez pas à m'interrompre si je ne suis pas claire ou si vous voulez des détails supplémentaires. Parce que, vous voyez, je n'ai pas de présentation PowerPoint de préparer à vous montrer, mais le titre de ma présentation, de mon intervention, a été préparé par Bernardo Secchi qui n'a pas pu venir, mais j'ai gardé le même titre qui est Transition urbaine à la durabilité. Le titre suggère déjà une structure très chargée concernant l'atelier. Transition, c'est le changement d'un état à un autre état. Alors, pour urbain, c'est reconstruire une ville, reconstruire un tissu urbain différent. Et puis, l'objectif, c'est la durabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la durabilité? Quelque chose qui est durable, c'est un système dynamique qui est capable, qui marche dans le temps, qui a des fonctions, des composants qui ne sont pas statiques. C'est un système qui fonctionne, qui est durable dans l'état actuel. C'est un peu comme une machine qui continue de fonctionner. Une ville fonctionne, c'est un système dynamique, il y a des intrants, des extrants, mais les villes d'aujourd'hui, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, vivent. Et leurs fonctions sont faites avec énormément d'énergie. Et c'est là que se pose la question, comment continuer à avoir un approvisionnement en énergie de façon à continuer à faire fonctionner nos villes? La plupart des gens répondent à cela non, parce que on a de moins en moins d'énergie et tant qu'on n'a pas découvert d'autres sources d'énergie, notre seule source d'énergie, ce sont les combustibles fossiles. Et il y a un grand débat sur la question de savoir si on en est arrivé à la fin des réserves, si on est arrivé au pic. Donc, je ne vais pas parler de cela, ce n'est pas le sujet de mon intervention, mais il y en a beaucoup qui pensent que d'un point de vue scientifique, on est déjà au-delà du maximum de la production et que donc il y aura moins de production, ce qui veut dire que la machine va ralentir parce qu'il y aura moins de combustibles fossiles. Une ville comme Reims a hérité d'un tissu urbain qui est assez durable. Pour la périphérie, je n'en dirai pas autant, mais je pense que la ville de Reims est suffisamment ancienne, finalement, pour qu'elle puisse survivre à ces problèmes. Mais alors, si on compare à une ville nouvelle qui a été construite dans le désert arabe avec des gratte-ciel en verre, Reims se trouve être dans une bonne position par rapport à cette ville du désert. Parce que cette ville, même si elle est censée être durable, il faudra qu'elle soit abandonnée parce que les températures montent jusqu'à 50 ou 60 degrés centigrades, ce qui veut dire qu'elle sera invivable. Elle sera abandonnée et on pourra utiliser le verre avec le verre de récupération. On ne pourra pas faire grand-chose. Au cours de l'Antiquité, les villes étaient abandonnées suite à des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, et le matériau, comme la pierre, par exemple, était pris et réutilisé. Donc, par exemple, ici, les générations futures pourront détruire le bâtiment, prendre les pierres et construire autre chose. Mais avec ce que l'on construit aujourd'hui, si on doit abandonner les villes, le matériau qui est utilisé, toutes ces vitres, toutes ces poutres en acier, elles ne sont pas utilisables pour être recyclées pour construire d'autres villes. Ce qui veut dire que
La question de la durabilité soulève de nombreuses autres questions et problématiques. En tant qu'humanité et en tant qu'urbanistes qui devons donner des conseils aux décideurs politiques, il faut que nous trouvions une méthode pour régénérer les régions urbaines qui se dirigent vers la durabilité. Et ce n'est pas quelque chose qui va arriver tout seul, qui va se faire tout seul. Dans le même temps, alors jusqu'à maintenant, j'ai parlé de la géométrie du tissu urbain vers une configuration plus durable. J'ai parlé des matériaux. Mais il y a autre chose. La nécessité de consommer. Notre société, en fait, promouvoit un style de vie qui utilise beaucoup d'énergie. Alors, donc, on a ces villes inefficaces qui utilisent trop d'énergie, mais en même temps, il faudrait réduire les besoins en énergie. Bon, là, évidemment, on sort du cadre de l'urbanisme, mais on entre dans le domaine de la psychologie, de la publicité, le conditionnement à un culte. Je ne sais pas si tout cela est bien traduit en français. La population du monde entier est conditionnée d'un point de vue psychologique par des images d'une bonne vie, d'une belle vie dans les villes qui dépend sur une grosse consommation d'énergie. Alors, pas seulement comme chez moi au Texas, mais où il y a beaucoup de shopping, mais que, par exemple, conduire une grande voiture américaine en Europe, c'est pareil. Avoir un grand monospace, c'est censé être bien. Un grand 4x4, c'est l'image de la bonne vie, de la belle vie. Et puis la maison dans un ranch, comme par exemple celle des maisons de Frank Lloyd Wright, le grand architecte, c'est-à-dire une grande maison assez étendue avec un beau jardin, tout est horizontal. Et en Europe, tout le monde veut avoir une maison comme cela, construire une maison comme ça. Alors, où peut-on construire une maison comme ça? Et manifestement, pas dans la ville, mais à l'extérieur, ce qui veut dire que les villes s'étendent vers les régions agricoles. Donc, je suis à peu près sûre que les personnes qui paient pour construire une maison comme cela aimeraient bien vivre dans une ville, dans un tissu urbain plus compact, plus durable, mais ils sont persuadés que pour être heureux, ils ont besoin d'avoir tout cet espace, d'avoir ce jardin. Mais nous, en tant qu'urbanistes, nous devons gérer des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'urbanisme, qui sont plutôt de l'ordre du psychologique, comme cela, qui sont propagées par la publicité, par les médias. Et ce n'est pas un problème uniquement en Europe, mais c'est partout. Si vous allez jusque dans les régions où la télévision arrive, comme par exemple Katmandou au Népal, et ils voient le Texas et ces Américains avec ces grosses voitures, et alors, qu'est-ce qu'ils veulent? La même chose. En tant qu'urbanistes, nous pouvons demander à ce que les exigences des gens soient réduites. C'est très difficile à faire, mais on pourrait dire que ça fait partie du package. Et avoir des villes qui soient plus efficaces, mais aussi les générations futures, réduisez votre gaspillage d'énergie. Vous n'aurez pas la belle vie que vous pensez avoir parce que vous consommez trop d'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, rien ne fonctionnera plus. Alors, quelles sont les solutions? Les solutions sont de restructurer le tissu urbain, d'avoir un nouveau tissu urbain et puis retrouver des technologies pré-industrielles qui pourraient être soutenues par les nouveaux développements technologiques. Qu'est-ce que j'entends par pré-industriel? Je veux dire avant 1930. Il s'est passé quelque chose dans le monde de l'architecture et de l'urbanisme, d'abord dans le milieu universitaire et puis après de façon concrète, c'est qu'on a
complètement abandonné les technologies pré-industrielles parce qu'elles étaient démodées. Donc, il y a eu une évolution sociale à partir des années 20 jusqu'à la guerre et même après avec des connotations politiques très fortes qui disaient que tout ce qui est vieux n'est pas bon, il fallait abandonner, détruire et que les nouveaux modèles, les modèles industriels étaient ceux de tout ce qui était moderne. Et ce modèle industriel dépend d'une grosse consommation d'énergie, alors que les modèles pré-industriels, il n'y avait pas d'énergie. Alors, lesquels sont les plus efficaces? Ceux pour lesquels il n'y avait pas d'énergie. Si on construit une maison qui n'est pas bien isolée, qui n'est pas bien orientée par rapport au soleil, si les gens les avaient construites comme ça, quand il n'y avait pas d'énergie, avant les années 20, ils auraient gelé. Mais cette logique a été abandonnée avec l'émergence des typologies que nous utilisons depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire de détruire pendant la Deuxième Guerre mondiale et reconstruire la plupart des tissus urbains depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la raison pour laquelle ce n'est pas soutenable, c'est parce que ces typologies ont été utilisées qui dépendent d'une énorme consommation d'énergie et ce conditionnement dont j'ai parlé. Alors, pour proposer de réutiliser les typologies et technologies pré-industrielles. Par typologie, je parle de les pièces d'une certaine taille, l'épaisseur des murs, des matériaux anciens, tenir compte de l'orientation par rapport au soleil. C'est considéré comme étant très démodé, mais malheureusement, je dois dire que la plupart des universitaires disent que ce n'est pas bien d'utiliser les méthodes de construction, les technologies anciennes. La plupart des universitaires ne sont pas les leaders de l'innovation. Ce sont plutôt les petites entreprises, au moins aux États-Unis, qui sont plus innovatives, alors que les universitaires sont coincés, sont bloqués dans cette typologie, cette mentalité de après les années 20. Il n'y a aucun moyen de convaincre un professeur d'architecture ce qu'il fait est mauvais pour l'environnement parce qu'il tient à ses valeurs de manière presque religieuse. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut pousser l'utilisation de ces anciennes technologies pré-industrielles. Donc vous aurez par exemple une maison très traditionnelle qui aurait l'air très traditionnelle, qui serait construite aujourd'hui avec des matériaux qu'on n'aurait pas besoin d'acier venant de Chine, qui n'aurait pas besoin de verre de double vitrage qui fait qu'on se retrouve pratiquement dans un solarium. Mais on pourrait quand même avoir Internet, ce qui fait qu'on aurait une sorte de fusion entre ce qui est moderne aujourd'hui et qui est utile, et puis ces technologies qui sont utilisées depuis l'époque romaine. Comme ici à Reims, ce qui fonctionne, fonctionne, et pourquoi ne pas continuer à l'utiliser ou réutiliser. L'objectif à terme est de créer une communauté humaine. Alors là, j'en passe au niveau architectural, qui n'est pas indépendant du niveau urbain. Donc quand on parle d'urbain, on parle de la position des bâtiments et des routes. Et dans les pires cas d'urbanisme, on ne pense pas à l'échelle humaine. Par exemple, on a des boîtes en verre et en ciment. Et il y a, en général, quand on utilise ce genre de choses, il n'y a pas du tout d'échelle humaine. Il n'y a pas de connectivité pour les piétons. On ne peut pas marcher, ou alors s'il y a un endroit sur lequel on peut marcher, ça n'est pas conçu du point de vue du piéton. C'est un urbaniste qui pense dans un bureau, il s'est dit, tiens, les piétons passeront par là, mais est-ce que vous vous rendez compte que si vous êtes vraiment en train de marcher à cet endroit-là, vous vous sentez dans un
un environnement hostile. Vous avez des murs en béton partout et psychologiquement, vous n'êtes pas à l'aise. Il y a des camions qui passent beaucoup trop près. Ce sont des réactions humaines absolument normales, mais très importantes dont on tenait compte dans un urbanisme traditionnel. Ici, à Reims, les choses sont à échelle humaine. Il y a des choses qui sont à grande échelle, à petite échelle, mais à la périphérie planifiée, la dimension humaine a complètement disparu. Et là, on en revient à ce dont je parlais, les idéologies qui pensent que l'être humain n'est pas pertinent, n'est pas importante. Les nouvelles villes, les nouvelles périphéries ont été construites après la Deuxième Guerre mondiale, pas comme ville, mais comme des sculptures géantes. Les humains, eh ben, tant pis, ils ne comptent pas. Donc, cette philosophie industrielle de ne pas traiter les humains comme des êtres humains, mais comme des animaux d'expérimentation, ça donne le désastre de l'urbanisme d'après la Deuxième Guerre mondiale, où les personnes qui avaient le pouvoir de prendre des décisions disaient on va faire du logement social comme des blocs géants parce que certains architectes ont dit que ce serait très bien pour mettre les pauvres. Alors donc on a construit ces grands blocs et on a dit aux pauvres vous allez vivre ici comme ça, on a tous les pauvres ensemble et les pauvres disent ah super, on a un bel appartement dans un bâtiment qui est neuf et ils déménagent là-bas avec leur famille et en fin de compte c'est pire qu'une prison, c'est pire qu'un camp de prisonniers parce que les espaces sont oppressants, on a l'impression que c'est une atmosphère hostile, les matériaux sont hostiles, on ne peut pas marcher, il n'y a nulle part où aller à pied, tout est hostile. Et comment réagissent-ils? Eh bien, ils réagissent en détruisant leur logement. Et alors, quand on en arrive à ce point-là, en général, c'est mal interprété. Les autorités, l'État dit ces gens ne sont pas bien, ce sont des criminels. Les mères avec des jeunes enfants, ce sont des gens pas bien parce qu'ils détruisent leur propre logement. Nous leur avons donné ces logements avec un loyer bas, presque gratuit. Ce ne sont pas des gens bien. Et les autorités ne semblent jamais penser que la structure, la géométrie, simplement la taille de la fenêtre, c'est hostile. La forme de la pièce, la forme du couloir dans l'appartement, l'entrée même du bâtiment, c'est hostile. La forme de la route devant la maison, c'est hostile et tout ça est oppressant. Et donc, bien entendu, les habitants réagissent en détruisant. S'ils sont un peu plus riches, ils déménagent, ils utilisent le marché. Le marché donne aux gens ce qu'ils veulent, mais les universitaires disent ce n'est pas vrai. Ils veulent des maisons avec un joli jardin décoré. S'ils veulent, eh bien, s'ils peuvent se le permettre financièrement, ils l'achèteront. On ne va pas dire que c'est ridicule, même si c'est un peu de mauvais goût, parce que cela reflète un besoin humain réel. Alors, pour en arriver à la durabilité, il faut revoir le tissu urbain. On peut faire une étude très simple. Vous prenez ces blocs gigantesques qui sont censés être efficaces et vous les comparez avec un tissu urbain traditionnel où il y a un mélange de petites rues avec un mélange de bâtiments à 2-3 étages et puis qui sont un peu plus gros. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est que la densité est à peu près la même. Ce qui veut dire que l'idée que ces blocs de logement social sont plus efficaces est un mythe, c'est une légende. L'espace urbain, en fait, est mal utilisé quand c'est hostile comme cela. Lorsque c'est une conception plus traditionnelle et qu'il y a ce mélange,
petit espace est utilisé. Vous avez un tout petit endroit, vous pouvez être debout pendant quelques instants, regarder, admirer la vie, ou vous pouvez vous promener, marcher pour aller d'un endroit à l'autre. J'en ai parlé dans mes livres. C'est beaucoup plus efficace, ce type de conception. Alors, et pourquoi? Parce que ce tissu urbain a été construit par des générations, par des vrais êtres humains, ce qui veut dire que les espaces changent en 20 ans, 30 ans, 100 ans. L'espace est trop important, c'est un luxe trop important pour qu'il soit perdu. Ce qui fait qu'on peut remplacer le zonage monofonctionnel, qui est une idée idiote en pensant qu'on va avoir les endroits où on vit dans un endroit, les bureaux dans un autre endroit, les commerces dans un autre endroit, en oubliant la connectivité que l'on trouve normalement dans un centre-ville traditionnel et penser simplement que changer la loi va réduire le problème. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'il y ait que fiscalement, il se soit bénéfique d'utiliser les sols d'une autre façon, de façon à ce qu'il y ait un mélange. Mais en signant simplement un petit document législatif, on peut arriver à un mélange qui apporte à plus de durabilité, ce qui fait qu'il y aura peut-être moins de circulation routière. C'est pas sûr, ça peut arriver, mais au moins on met les choses en place pour que tous les types de transport puissent cohabiter. Alors, les formes de transport simples, comme par exemple les piétons, les deux roues, c'est tout à fait utile. Dans un tissu urbain qui est très dense, il y a plusieurs fonctions, alors qu'aux États-Unis, où en général les villes sont très étalées, les transports publics doivent être payés par l'État. C'est très cher, qui se retrouvent à ne jamais pouvoir récupérer leur argent. Alors que si on est dans un tissu urbain plus dense, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, financer des transports est beaucoup plus avantageux. Alors, pour résumer ce que j'ai dit, j'en reviens aux mathématiques. Je ne veux pas rentrer dans les détails des mathématiques, puisque mon intervention ici est générale, mais il y a tout de même des mathématiques au tissu urbain. Alors, c'est une fractale. Qu'est-ce qu'une fractale? C'est quelque chose qui regarde des choses qui ont des échelles différentes. Si on regarde le mur ici, il y a des choses qui sont de grande taille, de petite taille ou de plus petite taille ou de cette taille. Il y a même des choses qui sont au niveau d'un tout petit détail. Alors, c'est pour ça que je vous montre les peintures sur les murs, parce qu'elles font partie de l'ambiance merveilleuse que l'on trouve dans cette pièce. Alors, gardez cet exemple à l'esprit. C'est quelque chose d'historique. Mais on peut très bien aujourd'hui avoir un nouveau bâtiment avec la même ventilation des fractales. Ce qui veut dire qu'une nouvelle ville qui aurait des propriétés géométriques durables aura des objets de taille différente. Et plus ils seront petits, plus il y en aura. Et c'est exactement ce qui se passe ici. La ventilation des objets à taille humaine que l'on trouve sur les bâtiments, dans les rues, plus ils sont petits, plus il y en aura. Sauf ce qui a été fait après la Deuxième Guerre mondiale, où tout ce qui est à taille humaine a disparu. Il y a juste les blocs et les grandes places, villes. Et pourquoi est-ce que c'est hostile? Parce que nous marchons de manière fractale. Nos cerveaux marchent de manière fractale. Donc, nous avons besoin d'être à côté, par exemple, d'un arbre, et nous avons l'impression que nous avons un rapport merveilleux avec cet arbre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que nous comprenons de manière fractale.
fractale. Donc on marche dans Reims, on voit cette structure fractale de manière inconsciente et on fait une promenade agréable. Si on vit dans un endroit où il y a des structures fractales, on peut décorer son appartement par exemple, on peut faire exactement la même chose pour avoir ces structures fractales. Seuls les professeurs d'architecture et les étudiants retirent tout, peignent tout en blanc, ils achètent une chaise longue de Corbusier, ils vivent dans cet environnement minimaliste et puis jusqu'à ce qu'ils finissent par en avoir ras-le-bol et il y a une région biologique à ça. Donc la structure fractale, c'est un des éléments mathématiques que nous savons appliquer aujourd'hui pour régénérer les zones des villes qui ne sont plus durables et créer de nouvelles villes. Parce que dans ces structures fractales, il y a tellement de composantes qui fait que lorsqu'il y a une ligne, il y a connectivité. Ce qui veut dire que donc on prend tous ces objets géométriques que l'on reconnaît comme étant des fractales, il y a un sens beaucoup plus profond d'une connectivité à des échelles différentes. Une connectivité grande échelle, les grandes routes, petite échelle, les petites routes, et une connectivité piétonne sur une avenue plus ou moins grande, et puis une connectivité très locale, vraiment minuscule, avec des petites rues piétonnes, l'entrée vers les bâtiments. Si vous vous sondez la qualité fractale, ça veut dire que plus quelque chose est petit, plus il y en a des objets de cette taille-là. Ce qui veut dire que si on choisit des choses de petite taille, il y a de plus en plus de possibilités de connectivité et plus on en arrive à une taille humaine. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve dans un tissu urbain traditionnel, mais qui est totalement absent de tout ce qui a été fait après la guerre. Alors, moi, ce que je dis, c'est tout simplement ici, c'est qu'il y a des caractéristiques mathématiques des villes traditionnelles qu'il faut étudier pour que qui montrent que les villes traditionnelles sont durables. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais il y a des milliers et des milliers de pages d'études que nous avons faites, que vous trouverez sur Internet, qui expliquent tout cela. J'aimerais conclure sur l'aspect collaboratif, la nature collaborative, le caractère collaboratif des villes durables. Alors, je l'ai déjà dit, nous réfléchissons de manière fractale et on se rend compte si on se connecte avec quelque chose ou pas. N'importe qui peut rentrer dans un bâtiment, sortir du bâtiment et voir comment ils font le lien entre ce bâtiment et votre voiture, par exemple. C'est quelque chose que vous internalisez parce que c'est biologique. Et en fait, de manière instinctive, vous vous dites, c'est un plaisir de rentrer dans ce bâtiment, utiliser ce bâtiment, vivre dedans, s'en approcher ou connecter ce bâtiment avec autre chose. Et pouvez aussi vous dire, je ne me sens pas bien, je me sens mal, ou tout simplement, c'est neutre, je m'en fiche. La plupart des tissus urbains sont neutres, mais parfois, assez souvent d'ailleurs, c'est hostile. On le sent. Il faut par exemple aller quelque part et vous allez rentrer dans un bâtiment, vous sentez que c'est un bâtiment hostile. Vous essayez de rentrer dedans, vous n'arrivez pas à trouver l'entrée. Vous rentrez dedans et puis vous avez cette porte qui est horrible, vous sentez que c'est oppressant, vous avez l'impression que vous rentrez dans pratiquement le purgatoire et quelque chose qui va se passer, il va se passer quelque chose de mal. Et c'est quelque chose que l'on ressent. Donc si on arrive à se connecter avec ces sentiments pour retrouver une géométrie dans les villes, on pourra les rendre plus durables. Et ce qui nous empêche de le faire, c'est quelques personnes très connues, très architectes très connus qui ont dit « ce bâtiment est fantastique, il a gagné un prix », mais ça ne change rien au fait que c'est un bâtiment qui est horrible et que l'on ressent comme étant hostile. Donc ce que je vais dire, c'est que toutes les personnes qui sont ici dans la pièce doivent utiliser leur instinct pour se demander si le bâtiment est bon ou mauvais par rapport à votre instinct, ce qui veut dire que s'il est mauvais, il risque d'être mauvais pour beaucoup de gens. Et si vous vous sentez bien en regardant ce bâtiment, si vous vous sentez bien à aller en voiture jusqu'à ce bâtiment, si vous aimez vous promener autour, il est fort probable que 90% des gens aussi trouvent que c'est agréable.
d'avoir un rapport avec ce bâtiment. Évidemment, il y a des gens qui vont dire que ce n'est pas vrai. Mais si vous vous sentez bien avec ce bâtiment, c'est certainement parce qu'il a ces qualités fractales dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc ce sera un bâtiment durable. Merci beaucoup. Je vous suggère de profiter de l'instant parce que je dois partir bientôt vers midi. Vous pouvez me demander quelque chose en français? Surtout les élèves. Alors, que faites-vous, les élèves? C'est l'opportunité de demander des choses. Bonjour, monsieur. Je suis étonné par votre discipline puisque je suis très mauvais en mathématiques, mais j'ai le sentiment d'être plutôt bon en urbanisme. Comment vous arrivez à allier les deux? Ce n'est pas nécessaire de connaître la mathématique pour faire le bon urbanisme. Moi et mon cercle des amis rechercheurs ont développé quelques techniques en mathématiques et on présente dans une forme très simple pour utiliser dans la construction de l'urbanisme. Alors, ce n'est pas nécessaire de comprendre d'où viennent ces résultats. Si vous avez assez de connaissances dans la mathématique, vous pouvez vérifier la dérivation de ces résultats. Mais ce n'est pas nécessaire. Si vous trouvez dans un mode intuitif que ces résultats vous plaisent, vous pouvez les appliquer tout de suite. Pouvez-vous nous expliquer un peu? En fait, je n'ai pas vraiment compris le lien entre le fait que l'être humain se sent bien lorsqu'il est dans un contexte fractal particulier. Vous dites qu'il y a un lien psychologique. Lorsque nous sommes dans un environnement fractal, nous nous sentons mieux d'une certaine façon. Pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes arrivé à cette conclusion méthodologiquement? Je n'ai pas assez de temps ici, mais en fait, j'ai rédigé un papier que vous pouvez trouver en ligne qui s'appelle « Réponse psychologique à l'architecture fractale ». Vous pouvez trouver sur mon site Internet. En fait, c'est un papier où je cite des données utilisées par différents groupes pour montrer que les êtres humains répondent de manière positive dans un environnement fractal et de manière négative dans un environnement anti-fractal ou minimaliste. Les techniques ne sont pas des questionnaires. Attention, parce que vous pouvez poser la question suivante. « Aimez-vous cette pièce ?» Cette personne va dire « Non, oui, je déteste » ou « J'adore cette pièce ». C'est subjectif. Non, c'est avec des appareils pour mesurer différents aspects physiques, la dilution de l'œil, le stress, qui peuvent donner lieu à des pathologies. C'est une façon scientifique de procéder. On peut savoir avec confiance que la personne vit un stress donnant lieu à des pathologies et voire des maladies. Merci beaucoup de votre présentation. J'ai une question concernant votre déclaration. Selon ce mauvais sentiment que l'on ressent dans un environnement antifractal, croyez-vous que si vous faites participer des citoyens dès le début de l'élaboration d'un plan, que les résultats serait meilleur? Et est-ce que vous avez des études de cas? La réponse est oui. En fait, il y a de nombreux papiers, par exemple en Italie, des collègues qui ont participé à des élaborations de plans, mais pas seulement en Italie. Christopher Day au Royaume-Uni, il s'est servi de ces techniques et les résultats sont bien meilleurs, car grâce à cette conception participative, vous réduisez cette réaction d'hostilité. Évidemment, les résultats sont toujours assez mixtes, mais ça va de très positif jusqu'à ça va, mais jamais une réaction négative, car s'il y a une réponse ou une participation collective, et s'il y a 5 personnes, leur réponse collective vous dirige dans la bonne direction. Si l'architecte s'en sert,
Bon, ça dépend de chaque cas et de l'architecte lui ou elle-même. Est-ce que ce serait faisable au même coût ou est-ce que cela coûte toujours? Non, en fait, cela coûte bien moins. Si vous construisez un immeuble qui sera aimé et utilisé, ce sera réutilisé. Si vous construisez, par exemple, un grand immeuble pour une entreprise de meubles et l'usine et l'entreprise s'en va, et si c'est un immeuble hostile, laid, ce sera difficile que l'on le réutilise. Mais si c'est un bel immeuble, d'autres voudront s'en servir. Regardez toutes sortes de beaux immeubles en Europe qui ont commencé en tant qu'immeubles religieux. Ensuite, ils sont devenus musées, voire des bureaux pour de grandes entreprises. Ce sont des espaces positifs pour la santé des usagers. Et donc, ils peuvent être consacrés à différents usages au fil des siècles. Le contre-exemple, ce sont des immeubles d'acier et de vitres qui c'était censé être des immeubles à usage multiple, mais en fait, ce sont des immeubles hostiles. Les gens ne se sentent pas bien dedans. Qu'arrive-t-il à ces immeubles? Après le départ de l'entreprise, eh bien, on démolit ces immeubles. Le propriétaire va se dire qu'il faut remplacer les vitres, c'est trop coûteux, donc il vaut mieux le démolir. Les immeubles à usage multiple génériques construits de cette manière brutale, inhumaine, sont des immeubles qui durent beaucoup moins longtemps que ces immeubles historiques qui valent la peine, qui sont toujours réutilisés. Merci.